Bonjour ou bonsoir à vous tous et bienvenue dans Le Monde en 7 ce 24 janvier 2026. Voici les sujets qui vont retenir notre attention. Nous parlerons de ce conseil de paix que Donald Trump vient de lancer. Est-ce qu'il essaye de court-circuiter l'Organisation des Nations Unies? On ira du côté de la Guinée où le nouveau président, le général Mamadi Doumbouya, a prêté serment. On parlera en deuxième partie des législatives au Bénin. Le Parlement sera désormais sans l'opposition. Aucun député de l'opposition n'y sera. Et puis le Togo et le Burkina, avec cette actualité portant sur l'extradition de l'ex-chef de la junte d'Amiba. J'en parle avec deux invités. Olivier Alabi, directeur de publication du magazine Challenge d'Afrique. Bonsoir Olivier. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs. Et merci d'être notre invité. Merci. Face à vous, Dieudonné Sionou, Dieudonné, journaliste. Bonsoir Dieudonné. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Merci également d'avoir accepté cette invitation. C'est moi. On va commencer donc au plan international. Donald Trump, comme on le connaît, vient de lancer une nouvelle initiative baptisée le Conseil de paix. C'est un conseil qui, selon le président américain, vise à régler un certain nombre de conflits dans le monde. Plusieurs pays ont déjà annoncé leur intention de faire partie de ce conseil. Mais est-ce que ce conseil n'est pas en trop quand on connaît aujourd'hui le rôle de l'Organisation des Nations Unies, cette organisation dont la mission justement est de maintenir la paix dans le monde? Dieudonné Sionou, d'abord, est-ce que vous connaissez, je veux dire, Donald Trump ne s'en cache pas pour montrer combien de fois il désapprouve un certain nombre d'organisations. L'ONU en fait régulièrement les frais. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui clairement que Donald Trump ne porte plus l'ONU dans son cœur? Non, c'est ce qu'on peut dire, parce qu'il a même dit qu'il aura une collaboration, entre guillemets, c'est ce qu'il a dit, qu'il aura une collaboration avec l'ONU. Quel type de collaboration? Quelle sera la nature de cette collaboration? Nous attendons de voir, mais retenez tout simplement que Donald Trump aujourd'hui est en train de réaliser son rêve, celui de rendre l'Amérique grand. La grandeur de l'Amérique, il est venu essentiellement pour cela, et je crois qu'il est dans cette logique aujourd'hui, quitte à emmerder qui que ce soit, mais il est toujours dans sa logique, et voilà encore une façon pour Trump de remettre en cause carrément même l'ordre mondial. Oui. Et voilà, donc c'est ce que nous sommes en train de constater avec Donald Trump. Revenons même sur le départ de cette notion de la création du Conseil de paix. En réalité, ce n'était pas un Conseil de paix créé à ossature mondiale. C'était déjà en 2023, octobre 2023, si ma mémoire est bonne, il était question de voir un peu comment gérer l'après-crise de Gaza. C'était dans cette logique que les initiatives avaient été prises, mais voilà qu'aujourd'hui Donald Trump a rapidement changé le sens de cette initiative pour faire d'elle une initiative mondiale à laquelle il convie, il contraint d'ailleurs, parce que certains, ceux qui veulent s'imposer ou alors s'opposer d'ailleurs à cette initiative, Trump est prêt aujourd'hui à punir, à sanctionner. La preuve déjà avec la France, il le dit clairement, si tu ne veux pas répondre à l'invitation, alors les droits de douane sont là. Donc Donald Trump brandit son bâton punitif et appelle le monde entier à s'intégrer, à adhérer d'ailleurs à cette vision, à cette nouvelle vision que lui porte de la paix. Quel type de paix aujourd'hui? Est-ce que véritablement Donald Trump en soi est le symbole de la paix à travers le monde? En tout cas, on sera là pour envisager et voir aussi le profil de ces pays-là qui vont accepter clairement se mettre à table avec Donald Trump pour conduire. Aujourd'hui, c'est bien des pays arabes, et bien le Canada aussi a dit oui, mais avec un principe clair. Oui, mais pourquoi une adhésion à hauteur de 1 milliard de dollars? On va venir sur cet aspect tout à l'heure, mais est-ce que vous êtes en train de dire que ça peut être une initiative parallèle à l'ONU? C'est ce que je suis en train de voir. Ça, ce n'est que mon avis. Ça peut être une initiative concurrentielle à l'ONU parce que les principes sont les mêmes et les visions sont les mêmes. Maintenir la paix à travers le monde. Qu'est-ce que l'ONU fait? Aujourd'hui, Donald Trump veut dire tout simplement, et il a plusieurs fois fait devant les grands jours de la tribune de l'ONU, les États-Unis ont toujours démontré la faiblesse de l'ONU.
quant à ce qui concerne la gestion des grandes crises dans le monde. Et donc, vous comprenez que ces failles-là ont contribué aujourd'hui à renforcer la position de Donald Trump en mettant en place une telle institution. Parallélisme ou non, on serait là pour aviser. Olivier Alabi, Oui. pour vous, Donald Trump est-il en train de, j'ai envie de dire, de prendre le devant pour que la paix soit beaucoup plus renforcée dans le monde, ou bien simplement c'est le gendarme du monde qui crée les règles comme bon lui semble? Non, c'est clair, c'est clair. Pour qui connaît bien le mode de fonctionnement de l'administration Trump, c'est pour... Donald Trump est en train de vouloir créer un instrument à sa guise pour pouvoir régner en patron, contourner, en un mot, contourner l'ONU. Ça c'est clair. Ne pas le voir sur ces temps que c'est passé à côté. Parce que Donald Trump, c'est comme le dit tout à l'heure mon co-débatteur, Donald Trump, je ne pense pas que Donald Trump reflète la paix à travers ses actions. Pour nous venir aujourd'hui parler de conseil de paix, Donald Trump il est très mal placé parce que c'est même déjà mal parti quand il dit que c'est lui qui va prendre la tête, il annonce déjà qu'il va prendre la tête de ce conseil et c'est lui qui fixe le montant que les gens vont payer pour pouvoir adhérer. 1 milliard de $1 dollars. milliard de dollars. C'est énorme. Je veux bien voir le profit des États qui vont siéger. C'est un conseil de paix ou bien un conglomérat de nations riches? Non, c'est un conglomérat de nations riches. D'accord, c'est un conglomérat de nations riches parce que le premier critère est clair. 1 milliard de dollars pour droit d'adhésion. 1 milliard de dollars. Alors, qui peut y aller s'il n'est pas riche? Alors d'abord, Donald Trump veut rassembler les puissances autour de lui pour faire balloter un tant soit peu le pouvoir européen. Je crois qu'il est dans cette logique-là. Aujourd'hui, c'est tous ces pays-là qui se sont précipités pour dire oui à son initiative ne sont pas des pays, ne sont pas des moindres. En tout cas, jusqu'ici, il n'y a pas encore un pays africain qui soit invité, voilà, officiellement. Sinon le Maroc, qui aujourd'hui, maghrébin, qu'on peut qualifier peut-être du pays riche de l'Afrique du Nord, je ne saurais le dire. Alors Donald Trump est en train de réunir en tout cas des puissances autour de lui pour pouvoir atteindre un objectif précis. La paix dont il parle, je suis très loin de comprendre encore de quelle paix Donald Trump veut véritablement parler. Il n'y a que quelques semaines, Trump est allé pêcher un président sur son sol et aujourd'hui capturé prisonnier aux États-Unis. Alors, vous voulez me parler de quelle paix? Alors qu'au cours de cette opération, il y a eu quand même des victimes. Il y a eu des vies qui ont été décimées. Alors de quelle paix vous voulez me parler? Est-ce que les États-Unis aujourd'hui ont réussi à asseoir une paix durable quelque part, dans un coin, dans le monde entier? Montrez-moi un seul exemple de toutes les façons. Oui, il y a des failles de l'ONU, ça il faut le dire de toutes les manières. Trump n'aurait pas aujourd'hui une raison d'asseoir une telle initiative si les failles aussi plausibles de l'ONU ne sont pas très criardes. Voilà. Alors justement, il faut quand même reconnaître à Donald Trump une certaine volonté de ramener la paix dans le monde. Personnellement, je ne vois pas, parce que c'est comme l'exemple palpable, c'est ce que Dieudonné vient de citer, c'est le truc de Venezuela. Comment quelqu'un qui se lève de chez lui va dans un pays aussi indépendant soit-il, pêcher le président en exercice, le faire prisonnier chez lui? Or, cette opération, on ne peut pas nous dire que cette opération-là est passée sans bain de sang. Mais de quelle paix on veut, de quelle paix Donald Trump, quel genre de paix Donald Trump? Mais vous connaissez aussi la doctrine américaine qui veut la paix doit préparer la guerre aussi. Ça, je ne dis pas non, mais moi je suis vraiment peiné aujourd'hui. Je doute que cet instrument que Donald Trump veut créer soit vraiment à la recherche d'une paix dans le monde entier. Non, je pense plutôt que c'est un instrument qui tente de créer à sa solde, à sa guise, pour pouvoir assouvir sa soif. En réalité, il faut aussi dire, quand vous prenez aujourd'hui l'ONU, quand vous prenez le G7, le G20 et tout ça, on doit arriver à la conclusion qu'en matière de maintien de la paix dans le monde, tout cela a échoué. Je l'ai dit tantôt, c'est un fait, c'est une réalité. Aujourd'hui, maintenir la paix demande aussi une pression.
Mais aujourd'hui, les troupes sont partout à travers le monde disant qu'ils maintiennent ou alors qu'elles maintiennent la paix, mais sans pression. Devant les incidents, devant les hostilités, les troupes ne font qu'observer quel genre de paix sans pression. Il ne pourra pas avoir de paix dans le monde sans rapport de force. Ça, je suis d'accord. Alors, ce n'est pas pour autant qu'il faut créer un organe, je ne sais pas, rival à cet organe qui est déjà chargé de maintenir la paix à travers le monde, un organe mis en place par l'ensemble des pays de la planète. Il faut peut-être alors suggérer des améliorations, des réformes au sein de cet organe mondial pour pouvoir le faire assumer tant soit peu sa mission qui lui est imputée véritablement. Alors, si tant est qu'on veut véritablement voir cette institution jouer véritablement son rôle, il faut faire des propositions concrètes et parler des réformes profondes, pour ne pas dire des refontes de cette institution, pour la faire travailler comme cela se doit. Mais à côté, créer une autre institution avec les mêmes valeurs, les mêmes principes, les mêmes visions, en soi sera une façon de supplanter l'existante déjà au détriment de cette nouvelle institution. Peut-être Donald Trump constate-t-il aussi que réformer l'ONU ne serait pas chose aisée. Mais on aurait eu le mérite, il aurait eu quand même le mérite de tenter. Il aurait eu le mérite de tenter. Est-ce qu'on a tenté? On a déjà tenté ça une fois. Non. Il aurait eu le mérite de tenter des réformes au sein de l'ONU. Moi, je ne vois pas l'utilité de ce Conseil de paix. Je n'en trouve pas. Ce sera une organisation de plus qui peut-être sera à sa solde. Et puis, quand vous voyez $1 milliard, combien d'États sont capables de payer ça pour adhérer si ce n'est pas un conglomérat d'États riches? Ça n'a pas de nom. C'est pratiquement un autre G qu'on veut nous créer pour pouvoir gouverner le monde et dicter leurs lois. Donald Trump est en train il veut peut-être créer un conglomérat autour de lui pour pouvoir mener sa politique de leader, d'État leader du monde. C'est tout. Ça n'a pas d'explication. Moi, je n'en trouve pas en tout cas. Je n'en trouve pas. Oui. Aujourd'hui, moi, la question que je me pose, Donald Trump, dans 3 ans ou 4 ans pratiquement, finira son mandat. Alors, que sera le Conseil de paix là, après Trump? Ça, c'est la question que moi, je me pose essentiellement. Donald Trump, aujourd'hui, contrairement à ce que l'ONU fait, la présidence onusienne est rotative. Par contre, chez Donald Trump, c'est à vie. Et c'est qui? C'est Trump. Alors, c'est la marque de Trump, c'est la tête de Trump qui est là, peut-être jusqu'à sa mort. Alors, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il faut pour adhérer, pour être membre permanent? Il faut quoi? Il faut payer son adhésion, ce qui n'est pas le cas de l'autre côté avec l'ONU. Alors, il y a beaucoup de choses qui, au sein de cette nouvelle institution, qui ne riment pas forcément avec l'idéologie de paix. Lorsqu'on parle de paix, c'est d'aller d'ailleurs aussi au secours des plus vulnérables. Comment est-ce que vous parlez des vulnérables lorsqu'on demande plus d'argent à ces vulnérables pour se faire assister? C'est ça le problème. Et aujourd'hui, moi, je me pose la question au sujet des Africains, au sujet des pays africains. Quelle sera la position des pays africains à l'égard de ce Conseil de paix que Donald Trump a mis en place avec sa touche particulière? Et moi, j'aurais souhaité à ce que les Africains aujourd'hui prennent cette occasion comme étant une véritable occasion à mettre en place, eux, leur propre institution pour l'instauration de la paix, la gestion sur le continent africain. Mais malheureusement, attendons de voir comment on va pouvoir aller à la contre ou alors à l'acceptation ou non de cette initiative trumpienne. Beaucoup chercheront peut-être de l'argent pour adhérer. D'autres encore feraient les pieds et les mains. Pour l'Afrique, $1 milliard. De toutes les façons, l'Afrique est un continent hyper riche. Et les dirigeants africains sont les plus grands magiciens au monde. Ils tentent le tout pour le tout, juste pour garder un tant soit peu leur pouvoir, si cela vaut la peine. Vous voyez, malheureusement. Alors, Trump, aujourd'hui, c'est quelqu'un, je l'ai dit, qui est en train de réaliser ses rêves. Et il se voit très bien là-dedans. Il pensait avoir la Russie à ses côtés juste à un clic de doigt. Mais la Russie n'a pas encore répondu. On ne sait pas encore comment la suite va être gérée. La Chine également ne répond pas encore de façon très claire à cette invitation. Mais il est le seul à désigner qui a habilité à adhérer à cette institution ou non.
Alors, quel organe de paix vous voulez créer de cette façon? Ou alors, une façon de réorganiser le monde à regarder dans une même et seule direction. Mais vous savez, Donald Trump, c'est quand même quelqu'un, on peut lui reconnaître une chose, c'est qu'il ne cache pas ses intentions. Et il fonce tout droit dans le mur. Et comme vous le dites, on a l'impression que le Conseil de paix est une structure des riches. Et ça, c'est pas pour gêner Donald Trump, hein, que les riches fassent la loi dans le monde. Oui, oui. Lui, c'est sa vision. Mais c'est même sa vision. Lui pense que les pauvres ont tort. Donald Trump l'a toujours clamé. Pour Donald Trump, les pauvres ont tort. Si vous êtes pauvre, c'est que vous avez tort. Pour lui, c'est que le monde ne commence et ne s'arrête qu'aux riches. Ça n'appartient qu'aux riches. Donald Trump ne comprend qu'un seul langage. C'est que si tu es riche, c'est que tu es un chien. Tu ne dois pas être pauvre. Je ne sais pas quelle est cette manière de parler. Maintenant, quelle est cette institution de paix que vous voulez, qu'on veut mettre sur pied, où on veut exclure? Parce que fixer ce taux de 1 milliard, pour moi, c'est d'ordre déjà exclu les pays africains. Je vois mal quel pays africain qui est en train de se battre pour... Est-ce que les pays africains déjà étaient intégrés? Parlons de l'ONU, par exemple. Vous avez un conseil de sécurité où il y a 5 pays qui ont droit de veto et tout un continent en est exclu. 54 pays n'ont aucun représentant dans ce conseil de sécurité-là. C'est là où nous parlons de réforme. On se fout de l'Afrique, finalement. C'est là où nous parlons de réforme. Parce que vous ne pouvez pas, aucun médecin ne peut venir me traiter sans savoir de quoi je souffre en mon absence. Non, il faut que je sois là. Si vous voulez m'apporter des solutions, il faut que vous sachiez déjà de quoi je souffre et que je sois là pour que vous me traitez. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas parler des problèmes des pays africains, vous ne pouvez pas parler des crises en Afrique sans la présence des Africains, parce que la réalité dans les pays africains n'est pas forcément la réalité dans ces pays développés. C'est carrément deux choses différentes. Donc, d'où la nécessité des réformes au sein de l'ONU. L'urgence aujourd'hui, l'importance aujourd'hui, ce n'est pas forcément d'aller créer un conseil de paix pour venir se substituer à l'ONU. Non, moi, je me pose la même question que Dieu donnait. C'est-à-dire, après Donald Trump, il ne lui reste que 3 ans. Après lui, bon, que va devenir ce conseil de paix? Je ne vois pas. Si celui qui prend le truc là, l'administration de truc là des États-Unis n'est pas dans ce schéma, ça veut dire que ça va voler aux éclats. On ne doit pas créer une institution, cette institution ne doit pas être un truc qu'on crée et puis ça disparaît. Maintenant, l'autre chose que je voulais dire, c'est que connaissant Donald Trump, je doute, je ne suis pas sûr qu'il aille loin dans c'est un homme c'est un monsieur qui est trop changeant. Demain matin ou après-demain, il peut changer et puis abandonner ce projet. Donc, j'attends de voir. Je ne suis pas totalement sûr qu'il veuille aller loin dans ce projet-là. Parce que je vois très mal un gars comme Poutine s'aligner derrière Donald Trump. Ce serait une explosive. Non, moi, contrairement à ce que Olivier pense, voir un Donald Trump s'engager dans une telle initiative et puis renoncer sitôt serait trop facile. Parce qu'il n'y est pas arrivé par accident. Il a bien préparé et il a bien choisi. Et certes, l'homme est versatile, l'homme est changeant. Mais ce que j'apprécie chez ce monsieur, vous l'avez dit tantôt, c'est quelqu'un qui ne va pas avec le dos de la cuillère. Il est franc, il est tout ce qu'il pense, il le dit. Et des fois, certains traitent ses propos de trop, mais dans ces propos-là, moi, j'ai toujours trouvé des leçons, j'ai toujours trouvé des messages forts, surtout en l'endroit de ceux que nous qualifions aujourd'hui de faibles, ou le continent africain. Malheureusement, beaucoup n'écoutent pas ces messages. Quand quelqu'un a une position de domination, te brandissent l'humiliation, c'est un message fort pour que tu te réorganises, tu t'engages et que tu t'imposes. Mais est-ce que durant le mandat de Trump, ceux qui se voient aujourd'hui en position de faiblesse pourront véritablement se réorganiser et s'imposer dans le nouvel ordre mondial? Ce qui est évident, l'allure que prennent les choses aujourd'hui, ça ne changera plus.
Et donc, il est question donc que les faibles que vous dites là s'organisent et s'imposent à la gouvernance mondiale. Des forats ont été en ce sens, même à Lomé, il y a eu quand même des forats aussi sur ce sujet. Comment l'Afrique doit s'imposer dans la sphère de la gouvernance mondiale? À ce jour, où est-ce qu'on en est? De toutes les façons, un des mouvementiers mondiaux vient de prendre encore une initiative qui doit bouleverser, qu'on le veuille ou non, le monde. Mais où est l'Afrique dans tout ça là? Et quelle sera la suite à donner? Certes, Trump peut décider peut-être d'un jour à l'autre, dire bon, écoutez, pour les frais, on laisse tomber, voilà, je veux, en tout cas des adhérents et autres, c'est que ce dont je doute très fort, parce que Trump fait des affaires. Au-delà de qui il est, c'est un homme d'affaires qui est venu pour faire des affaires, pour redonner l'image grande de l'Amérique à l'Amérique. Et donc, il n'est pas prêt de laisser tomber toute initiative qui irait dans le sens de la grandeur de l'Amérique. Bien évidemment, on entend ici de voir, moi c'est la position de ces grandes puissances-là qui m'intéresse. Que dira la Russie demain? Que dira la Chine demain sur cette initiative de Trump? Mais quand vous ne posez pas la question, par exemple, que dit le Nigeria? Que dit l'Afrique du Sud? Ce sont aussi les géants du continent. Est-ce que ça veut dire finalement l'Afrique n'est qu'observatrice du concert mondial? C'est clair. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, l'Afrique n'a que ce statut-là d'observatrice. Qu'est-ce qu'un Nigeria aussi géant africain fut-il pourrait aller dire à Trump? Je ne vois pas. Qu'est-ce qu'un Sud-Africain, à moins qu'ils se réorganisent et qu'ils se mettent ensemble et regardent dans la même direction pour le respect de leur continent. C'est la seule voie qui peut leur être salutaire. Sinon, si c'est aller en rang dispersé chacun de son côté pour son intérêt personnel et égoïste, c'est foutu. Non, mais il n'est pas question aujourd'hui de savoir que diraient les grandes puissances africaines sur cette initiative, d'autant plus qu'ils ne sont même pas invités, ou alors ils ne sont même pas invités. N'oubliez pas, il y a un premier critère qui est l'invitation de Trump à l'égard du pays concerné. On ne t'invite pas. Qu'est-ce que tu as dit? C'est-à-dire, il a toujours dans sa mentalité que c'est des pays de... Je ne veux pas dire le mot, mais vous vous rappelez sa fameuse phrase lors de son premier mandat. Bon, si nous-mêmes, on se prête le flanc pour être traité de merde. C'est ça. De toutes les manières, jusqu'ici, je ne pense pas que Trump pense encore à l'Afrique pour l'instant. Mais lui, il trouve qu'il faut un autre conseil. Il vient dire qu'il veut sauver les chrétiens du Nigeria avec des frappes supposément chirurgicales. Non, sauver les chrétiens du Nigeria. Allez-y comprendre ce qui se cache derrière cette opération menée jusqu'ici. On ne nous dit pas concrètement les premiers objectifs de cette frappe. Ça, c'est carrément différent de cette grande initiative que Trump est en train de mettre en place. Il sait bien avant de mettre les critères. Il connaît les critères qui doivent dépasser les Africains. Et donc, ça veut dire que de facto, l'Afrique est éliminée. Alors aujourd'hui, c'est une façon peut-être de se mettre ensemble pour faire la loi de paix, entre guillemets, qui doit diriger l'Afrique ou alors que l'Afrique doit observer et l'Afrique doit subir. C'est en cela, je dis, devant ces changements spectaculaires dans la gouvernance mondiale, c'est aussi le moment par excellence que l'Afrique s'organise, se réorganise maintenant. Quand on parle de la paix, Conseil mondial de paix ou Conseil de paix trompien, il faut que l'Afrique aussi parle du Conseil africain de la paix. Et ce Conseil africain de la paix ne doit pas être une coquille politique, mais un véritable conseil technique pour asseoir la paix. Si aujourd'hui sur le continent, on n'arrive même pas à sauvegarder la moindre sécurité sans faire appel aux autres, à quoi est-ce qu'on peut parler de Conseil supérieur de la paix sur le continent africain? Alors cela, vous n'êtes pas sans savoir que nous serons toujours là pour subir les desiderata des grandes puissances. Ce n'est pas leur faute, c'est la faute à nous aussi. On va passer au second sujet. Nous partons maintenant, nous revenons sur le continent. On en parlait déjà, on parle du côté de la Guinée. Le général Mamadi Doumbouya a été investi le samedi dernier, président de la Guinée dans un stade à Conakry devant quelques 50 000
personne, ce qui met fin à son rôle de chef de la transition, rôle qu'il tenait depuis près de 4 ans maintenant, après avoir pris le pouvoir par la force. M. Doumbouya, plébiscité lors de la présidentielle du 28 décembre 2025, avec un peu plus de 86% des voix, est apparu un peu amaigri, mais visiblement en bonne forme, vêtu d'un boubou blanc, coiffé donc d'un bonnet blanc. Il a prêté serment sur la nouvelle constitution en jurant devant Dieu et devant le peuple guinéen de respecter cette loi fondamentale. Olivier Alabi, la Guinée a officiellement un nouveau président. La Guinée a officiellement un ancien nouveau président. Moi, je suis un peu peiné. Je suis un peu peiné parce que ça prouve que ceux qui aspirent à nous diriger n'ont pas la notion du respect de la parole donnée. Je me rappelle que quand Doumbouya avait perpétré son coup d'État et avait exercé le pouvoir d'État, il avait, devant micros et caméras, dit, au détour d'une interview, qu'il s'engageait à organiser les élections libres et transparentes, et que ni lui, ni personne de ceux qui ont exercé la transition. On fait partie de la transition avec lui ne sera candidat. Aujourd'hui, à l'aune des trucs là, qu'est-ce qu'on peut retenir? Il a peut-être soit respecté l'envie d'organiser les élections. Est-ce qu'on peut traiter ça de transparent? Est-ce qu'on peut dire transparente? Dans tous les cas, on nous a dit que c'est transparent. J'y étais pas. Mais pour cette deuxième promesse, il ne l'a pas tenue. Celle de ne pas être candidat et de ne pas permettre à personne parmi ceux qui ont participé à la transition avec lui. Et plus loin, c'est qu'il a mis ça dans la charte de transition. Et qu'est-ce qui s'est passé après pour que... La charte a été modifiée, vous savez. Est-ce que tout ça, c'était pour endormir les gens? C'était pour endormir le peuple guinéen. Moi, j'aurais peut-être été... il serait sorti plus auréolé si c'est qu'il avait peut-être... Il s'était inspiré de quelqu'un comme ATT. Tu fais le coup parce que tu avais des choses à... Tu fais ton coup d'État parce que tu as des choses à reprocher à ceux qui exercent le pouvoir d'État en ce moment. Mais quand tu finis d'organiser, de faire la transition, tu passes la main. Tu organises les élections et puis tu passes la main. Parce que le truc là, la mission de l'armée n'est pas de venir exercer le pouvoir d'État, non. La mission régalienne de l'armée, de nos armées, c'est dans les casernes, c'est la sécurisation de nos frontières, c'est la sécurisation des peuples. Ce n'est pas de venir faire perpétrer les coups d'État, organiser les élections là-bas vite et puis prendre le pouvoir. Non, c'est trop facile. Moi, je trouve que c'est trop facile. C'est trop facile. Ce n'est pas... C'est vrai, comme on dirait qu'il a organisé les élections, il est devenu président. Encore que jusqu'aujourd'hui, Mamadou Doumbouya n'a pas démissionné. Il est toujours militaire. Mamadou Doumbouya est toujours militaire, il est toujours général. Il n'a jamais démissionné. Si tant qu'il il voulait gérer le pouvoir d'État, il n'a qu'à démissionner et devenir comme un civil. L'homme qui a remporté la présidentielle du 28 décembre et qui vient de prêter serment, et l'homme qui avait fait le coup d'État il y a 4 ans, pour vous, c'est le même homme ou bien maintenant que de façon solennelle, il prend la présidence, ce n'est plus une transition, il y a quelques différences dans sa personnalité? Non mais écoutez, qui a fait le coup d'État? C'est Mamadi Doumbouya, qui vient de remporter, entre guillemets, les élections. Mamadi Doumbouya. Qui vient de prêter serment? Mamadi Doumbouya. Donc en soi, il n'y a pas une différence de personne, c'est la même personne qui est toujours là. Alors dire aujourd'hui que Mamadi Doumbouya vient d'accéder au pouvoir et va faire va conduire le peuple guinéen, je dis, Mamadi Doumbouya est en train de gérer son deuxième mandat. Excusez-moi, parce qu'une transition qui fait déjà 4 ans, c'est déjà un mandat ailleurs. Alors aujourd'hui, c'est maintenant qu'on vient de dire qu'on a organisé une élection dans des conditions que nous connaissons et qui d'ailleurs est le sport sur le continent. On n'organise pas une élection pour la perdre. Et donc, Mamadi
Mamadi Doumbouya n'a pas dérobé à la règle. Ça a été observé à son niveau aujourd'hui. Il est président, il est sorti président de la Guinée au-delà des paroles de militaires aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui sur le continent, je n'arrive plus ou je ne pourrais plus croire en la parole d'un militaire alors que la parole d'un militaire était entre guillemets sacrée dans le temps. Lorsqu'un militaire donne sa parole, c'est le respect de cette parole qui fait l'authenticité de son profil. Un militaire ne ment pas, comme on dit. Ou alors un militaire ne rate pas le rendez-vous. Quand il donne sa parole, il la respecte. En politique... Mamadou Doumbouya est un militaire. Et il reste militaire. Mais on est en politique. Il est militaire. Et tous les militaires en politique n'ont pas respecté leur parole. C'est ça qui me fait comprendre aujourd'hui que la parole de militaire n'est pas toujours respectée. Donc, je laisse de côté cette hypothèse-là. Parole de militaire, là, c'est gâté depuis un moment. Sur le continent, les militaires ont déjà renversé ce dicton qui dit « la parole du militaire est toujours une parole respectée ». Alors Mamadi Doumbouya aujourd'hui au pouvoir en Guinée, ça change quoi? Ou qu'est-ce que cela devra amener? Sinon le changement de la tête, d'une tête d'ailleurs, à la gouvernance ou alors la présidence après Alpha Condé. Si on posait aujourd'hui la question aux Guinéens, après Alpha Condé, 4 ans déjà, qu'est-ce qui a bien évolué en Guinée? Qu'est-ce que vous avez constaté? Est-ce que c'est à cette réalité ou alors cette réalité que vous avez acclamé au renversement du professeur Alpha Condé ce matin-là? Beaucoup de Guinéens, peut-être, ne sauraient vous répondre exactement pour vous dire, en réalité, nous sommes satisfaits, où ça va, où ça va. En tout cas, c'est moi qui le dis. Mais sur le terrain, vous aurez un baromètre pour mesurer un tant soit peu la position des Guinéens sur la gouvernance Doumbouya aujourd'hui. Je n'ai rien contre Doumbouya, sinon sa parole qui n'a pas été respectée tout simplement. Mais ce que moi je voudrais, il est aujourd'hui président officiellement. Il n'est plus président de transition. Il faut que les Guinéens retrouvent leur confiance en lui. Parce qu'il y a un défi majeur aujourd'hui, c'est que les Guinéens, Mamadi Doumbouya doit arriver à gérer la confiance, la reprise de la confiance des Guinéens en le pouvoir guinéen. Mamadi Doumbouya doit arriver aujourd'hui à nous prouver exactement la nature du régime qu'il aura à exercer là en Guinée. Mamadi Doumbouya doit être en mesure aujourd'hui d'organiser des élections libres et transparentes. Posez-moi la question si les élections passées étaient libres. Je ne sais pas. Est-ce qu'elles étaient transparentes? Non plus, je ne sais pas. Mais le défi qu'il a aujourd'hui, c'est d'arriver à organiser des élections libres et transparentes, d'autant plus qu'il a encore et toujours le pouvoir entre ses mains. Alors, de toute façon, c'est lui le nouvel homme fort de la Guinée, officiellement installé. Et dans son discours de circonstance, je vais lire cette phrase, il dit « Ma main reste toujours tendue à toutes les filles et à tous les fils de la Guinée, car on ne construit pas une nation dans la division et on ne bâtit pas la prospérité sur la haine. » C'est un homme qui est conscient aujourd'hui des responsabilités qui sont les siennes. Oui, à l'entendre, oui, mais je vous ai fait remarquer tout à l'heure que aujourd'hui, la parole d'un homme politique, puisque désormais c'est comme ça qu'il faut le voir, on ne va plus le regarder avec les yeux d'un militaire, mais forcément et surtout d'un homme politique. Et il ne vous échappera pas que aujourd'hui, il est rare de trouver un homme politique qui vous dit quelque chose et fait exactement ce qu'il vous dit. Ça, je vous mets au défi. Ils sont peut-être rares, très rares même. Et quand je dis ça, je peux vous dire qu'à entendre cela d'un nouveau président qui vient d'être élu, il ne peut que dire ça pour pouvoir apaiser les cœurs de ceux qui se sentent peut-être trompés. Advienne que pourra, tout le mal qu'on pourrait souhaiter au nouveau ancien président, c'est de pouvoir vraiment réunir les Guinéens. C'est un défi aujourd'hui pour la Guinée. C'est un défi, parce que qu'on veuille ou pas, il y a les gens comme Céline Alain Diallo qui sont en exil, les Sidi Touré qui sont toujours en exil. Donc,
le grand défi qui s'oppose à lui aujourd'hui, c'est de tout faire pour rassurer ses concitoyens. Et comme lui-même le dit dans son discours, le Guinée a besoin de tous ses fils. Et ça ne doit pas être seulement un slogan, ça doit transparaître dans ses actes au quotidien. Il ne faut pas faire la chasse aux sorcières, faut pas. Il sait plus que quiconque. Parce qu'on n'arrive pas à ce niveau de responsabilité de façon, je ne sais pas. Donc, s'il le dit, on peut peut-être, je lui accorde peut-être le crédit de doute, et quitte à le juger au pied du mur, au soir de son mandat, pour voir si est-ce qu'il a vraiment réussi à réunir les Guinéens autour du même idéal. Est-ce qu'il a réussi vraiment à fédérer les Guinéens autour de la construction de l'État-nation, de ce qu'ils ont en commun. Parce que c'est très important, c'est très important. C'est-à-dire quand les dirigeants ont le pouvoir, ils pensent que tout doit passer par eux et doit s'arrêter à eux. Or, tu ne peux pas diriger le pays toi seul ou avec ta famille ou avec ton clan. Non, c'est les gens que tu diriges. Tu es obligé de prendre leurs avis, comment est-ce qu'ils voient ce que tu fais. Et les critiques que l'opposition ou bien X ou Y t'oppose ou oppose à ta gestion n'est pas forcément de la haine. C'est pour te... En fait, c'est ce qu'il dit lui-même, qu'on ne bâtit pas sur la haine. Non, c'est pour ça que je dis que je lui accorde le bénéfice du doute. Je veux encore le croire, même si je peux constater tristement que bon, il avait déjà dit des choses qu'il n'a pas respectées. Mais dans la peau du président, le nouveau président aujourd'hui, de l'homme politique, je veux encore lui accorder le bénéfice du doute et me dire peut-être que bon, peut-être qu'il a pris, peut-être avec beaucoup de recul, il a pris la mesure, il a pris le mesure d'avec. Alors, c'est pour ça que je posais la question si c'est un nouvel homme qu'on a aujourd'hui, parce que quand on lit le discours, vous l'avez si bien rappelé, c'est le même homme depuis 4 ans, et 4 ans aux États-Unis, c'est un mandat entier. On voit un discours d'un homme qui semble vouloir faire du nouveau. Vous savez, entre le discours et l'action, il y a une grande différence, il y a une grande distance. J'ai juste comme l'impression aujourd'hui que sur le continent, les hommes politiques sont champions en discours. Et de bons discours sortent aujourd'hui de la bouche des hommes politiques africains. Mais l'acte et la réalité sont en année-lumière sur le terrain. Alors, Doumbia, qui veut aujourd'hui une adhésion populaire. Doumbia qui veut aujourd'hui une solidarité autour des couleurs guinéennes. C'est une très bonne chose. Il est président, il est élu président aujourd'hui. Il ne doit pas être président de son camp ou de son clan. Il doit être président de toute la Guinée. Et donc, il est président de tous les Guinéens. Il y a de quoi qu'ils disent qu'on ne construit pas dans la division. Mais qui crée la division si ce ne sont pas les politiques? Alors, qui crée la division si ce n'est pas celui-là, peut-être qui a plus de pouvoir. Alors, pour pouvoir concrétiser sa parole, j'attends les prochains jours qu'il signe une amnistie, excusez-moi, à l'endroit des exilés politiques, pour les faire venir au pays et les laisser mener des activités politiques sur le terrain. N'oubliez pas qu'il y avait un razzia d'ailleurs au milieu de la classe politique guinéenne, avant même les élections. Jusqu'à ce jour, il y a certaines formations politiques qui sont sous éteignoir pour n'avoir pas rempli certaines conditions. Alors tout ça là va vers une sorte d'étouffement politique, qu'on le dise ou non. Alors tout ce qui se trouvera dans cette condition vivent une amertume au cœur. Alors la division, elle ne s'invente pas, mais elle se crée à travers des actions. Alors, le tout n'est pas de prononcer de discours, mais c'est d'aller aux actions concrètes pour matérialiser ce qu'on ressent. Si vous me parlez d'un nouvel homme aujourd'hui, j'applaudirais si les actions révèlent réellement l'action ou alors les actions d'un nouvel homme à travers ce qui sera posé de façon concrète. Non pas ce que nous avons déjà vu, non pas les grégaires politiques, mais faire en sorte que les fils et filles de la Guinée reviennent et discuter autour d'une même table pour parler le langage du développement et non le langage politique. C'est en cela, donc vous ne le voyez pas faire quelque chose de nouveau qu'il n'a déjà montré il y a ces 4 dernières années?
À moins qu'ils me surprennent par le contraire. Dans ce nouveau mandat. Je ne peux pas le juger à travers ces mots. Les mots ne sont que des mots. Eh bien, demain, de toutes les façons, depuis le début de sa transition jusqu'à aujourd'hui, il n'a que prononcé des mots. Mais aucun mot ne s'est matérialisé jusqu'ici. Alors, qu'est-ce qui me donne raison de croire et de prendre ces nouveaux mots comme parole d'évangile? Encore qu'aujourd'hui, les gens interprètent les évangiles à leur manière. Donc, aucune parole d'évangile n'existe encore immuable. Encore moins la parole d'un homme comme Doumbia. L'autre aspect de son discours sur lequel je voulais qu'on parle rapidement avant de laisser l'antenne pour cette première partie, il a également proclamé que le mandat qu'il entame, c'est un septennat. Il dit que ce sera le mandat des femmes parce qu'il n'y a pas, ce sont ces mots, parce qu'il n'y a pas de développement durable sans la participation pleine des femmes. On attend de voir. Le gouvernement qui a organisé les élections vient de démissionner. S'il a si forte envie de faire de ce mandat le mandat des femmes, c'est à partir de là qu'on le verra. C'est à partir des prochaines nominations qu'on verra. Mais en même temps, on a beaucoup de pays en Afrique où on met les femmes en avant, on parle beaucoup de mandats des femmes. Ça change quoi dans la réalité? Parce que l'Afrique est toujours aussi pauvre, qu'on ait une femme Premier ministre, une femme ministre de l'économie, une femme présidente. Oui, on ne voit pas vraiment de changement non plus. Oui, d'aucuns vous dira que quand c'est la femme qui gère, les risques de détournement, de trucs là sont minimes. Ça fait sourire des gens. Bon, je ne l'affirme pas. Je vous diront. Je sais. Bon, maintenant, pour celui qui dit que son mandat sera un mandat de femme, lui seul sait de quoi est-ce qu'il parle. Comme je l'ai dit à la fin de son mandat, c'est un septennat. 7 ans, c'est dans la vie d'une nation, c'est rien. À la fin de 7 ans, on verra, on fera le point. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, en Afrique, surtout, c'est rare de trouver un homme politique qui dit quelque chose et qui le fait exactement. Exactement. Ça, c'est des paroles mielleuses pour haranguer la foule, Non. Nos politiciens en Afrique, c'est des champions en mensonge. C'est des champions. C'est-à-dire, j'ai comme impression qu'ils vont à cette école-là. Quand vous voyez des présidents qui, au moment solennel où ils prêtent serment, ils disent des choses et qu'après, ils ne peuvent même pas respecter. Comment vous pouvez comprendre ça? Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que même sur la Bible, même le Coran sur lequel on pose la main pour prêter serment, on ne la respecte pas. C'est ce que ça veut dire. Alors, mettre les femmes en avant, ça apporte quoi de nouveau dans la gouvernance? J'allais te déposer cette question. Ça veut dire quoi? C'est lui qui l'a dit. Ça veut dire quoi? Mandat de femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne serez pas étonné que le prochain gouvernement, on va voir des femmes un peu partout. Et puis, ça change quoi? Les femmes au gouvernement, peut-être, ne feront qu'exécuter la politique du chef de l'État. Et dont les femmes n'inventent rien. Mais je vais vous surprendre. Hein. Allez dans des entreprises qui sont chapeautées par des femmes. Vous allez écouter un peu certains agents de ces entreprises, de ces sociétés, pour vous faire une petite indiscrétion, c'est cela. Hein. Et ils vous diront que quand le monsieur était là, c'était mieux. Vous êtes misogyne. Non, je ne le suis pas. Et ça, ces témoignages, vous l'écoutez souvent des femmes qui trouvent que... c'est la jalousie. Bon, si vous parlez de la jalousie, c'est vous qui le dites. Mais je vais vous dire... Non, arrêtez ça. Non, ça, c'est juste une parenthèse. Mais revenons-en. Partout où on a fait cette publicité, promotion de la femme n'a pas besoin d'être... On n'a pas besoin de faire de la publicité autour de la femme. La femme qui a ses capacités, ses compétences, elle n'a pas besoin qu'on la promeut. Ses valeurs déjà parlent en sa faveur. Sa compétence parle en sa faveur. Et vous connaissez aussi tous les freins qui existent à la promotion de la femme. Et vous savez, quand nous étions jeunes à l'école, il y avait cette discrimination positive où les femmes payaient moins que les hommes pour les amener à être, en tout cas pour ôter les barrières pour qu'elles s'instruisent. Et donc aujourd'hui, il faut continuer par ôter les barrières. C'est des stéréotypes qu'on nous a vendus et jusqu'ici, on s'en tient à cela. Malheureusement, ça n'a rien donné jusqu'ici. Oui, c'est vrai qu'entre-temps, oui, d'après nos traditions, la femme a été léguée un tant soit peu à l'arrière. Un discours disait, la femme n'est pas faite pour l'école. Depuis, on a quitté cette période-là depuis. D'accord? Je ne refuse pas qu'on mette les femmes aux affaires.
mais qu'on jauge la femme en fonction de sa gestion efficace. Est-ce qu'aujourd'hui les femmes aux affaires gèrent de façon efficace comme on l'entend? Est-ce que la femme véritablement donne le résultat qu'on veut? Que ce soit la femme ou l'homme, ce qu'on veut, c'est un résultat probant. Mais on ne met pas la femme pour l'esthétique. Le mandat de la femme, ou alors mandat de femme, je ne sais pas comment vous l'appelez, mandat de la femme ou mandat de femme, comment ça va être géré? C'est de mettre la femme au poste stratégique de la gouvernance et puis quoi? Ou est-ce que vous mettez la femme selon ses compétences pour la création de la richesse, pour la rigueur, pour qu'il y ait de rendement? C'est en cela. On honore la femme. On n'honore pas la femme parce qu'elle est femme. On honore la femme parce qu'elle produit des résultats probants. On a essayé toutes ces publicités autour de la femme aujourd'hui. Je ne pense pas que le résultat soit là. Maintenant qu'on porte cela d'ailleurs dans un discours politique, dans un discours inaugural pour parler du mandat de la femme, je préfère encore qu'on me parle d'un mandat social ou mandat du peuple. Là, je pourrais encore apprécier beaucoup plus. Mais l'auteur détient le seul Dieu de sa parole. Doumbia, c'est ce qu'il met dans mandat de femme. C'est ce que j'ai dit. Certainement qu'il y a des femmes de poigne qui peuvent être au sommet de l'État en Guinée. C'est comme ce que j'ai dit. À l'aune de sa gestion, on fera le bilan. Puisqu'il est le seul à savoir ce qu'il met dans son mandat de femme. Sinon, c'est un coup de vite, ça ne veut rien dire. Mandat de femme, ça ne veut rien dire. Moi, je ne vois pas. Maintenant, comme c'est lui qui l'a dit dans son discours, lui seul sait ce qu'il appelle mandat de femme. Nous, on observe. À l'aune de son mandat, on fera le point. Messieurs, on va marquer la pause pour regarder ensemble le journal et on revient derrière pour la deuxième partie.